je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyade Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Comment vous présenter Adèle, ou plutôt par quel métier commencer ? Elle est avant tout journaliste indépendante, mais aussi illustratrice spécialisée dans les détournements d'objets et vient de publier son premier roman. Multiplier les activités fait partie de sa conception du travail et de la liberté. Elle n'a jamais été en CDI, naviguant d'un poste à l'autre au gré des opportunités et de ses envies. Car pas question de stagner dans quelque chose qui ne lui parle plus, par souci d'honnêteté, dit-elle, mais certainement aussi guidée par son imagination et son indépendance. Je laisse donc Adèle vous raconter son parcours et ce qui la pousse régulièrement à sortir de sa zone de confort pour emmener le plus loin possible ses idées créatives. Je m'appelle Adèle Fugère, j'ai 47 ans. Comme métier, j'ai plusieurs casquettes. Je suis journaliste indépendante, ça c'est la base. Et sinon, je suis auteure, donc j'écris aussi pour moi des livres, mais j'écris aussi pour des boîtes de production, ça m'arrive. Des petits scénarios, des choses comme ça. Et je suis illustratrice. Je voulais être archéologue. Je voulais être égyptologue, exactement. Au collège, parce que j'étais tombée sur des bouquins. Il y avait une femme qui me plaisait beaucoup à l'époque, qui s'appelait Christiane Desroches-Noblecourt, qui est une grande égyptologue, une petite bonne femme. Elle m'avait fascinée, parce qu'elle expliquait l'égyptologie très simplement. Je voulais être un mix entre Indiana Jones et Christiane Desroches-Noblecourt. Donc c'était ça que je voulais faire. Et je me souviens d'être allée voir avec ma mère un conseiller d'orientation. On lui dit, dites-nous quelles sont les formations, les filières, etc. Et il dit, non, l'archéologie, ça marchera jamais. Allez en électricité, il y a de l'avenir. Et alors là, j'ai pas compris. Et donc ça a été un truc assez violent en fait d'aller voir ce conseiller d'orientation. Je n'ai pas fait électricité, sinon je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Je suis passée en lycée général. J'étais pas trop mauvaise en français, bien sûr. En histoire, c'est l'histoire qui m'a. Je voulais faire histoire de l'art en fait. Je voulais basculer dans l'histoire de l'art. J'ai fait un bac lettres et langues. À l'époque, c'était A2. Et j'ai bifurqué, non pas dans l'histoire de l'art, parce que j'avais peur d'être trop serrée dans quelque chose, de ne pas pouvoir avoir d'autres opportunités, de ne pas pouvoir sortir de cette filière-là. Donc après le bac, j'ai fait 4 ans, j'ai une maîtrise d'histoire moderne, en fait, pour acquérir de la culture générale. Mon premier job, ça a été un job à l'office de tourisme. J'avais un peu peur d'aller vers les gens, et donc à 16 ans, j'entre dans un office de tourisme où je travaille l'été, en fait, parce que mon père, mes parents et surtout mon père m'avaient dit non, tu bosseras. Et c'est comme ça que je rentre dans le milieu du travail, tout en ayant quand même des études à côté généralistes. Mais c'est comme ça que je rentre dans le milieu du travail. Je fais quand même des études longues. Après la maîtrise d'histoire, donc bac plus 4, je rentre à Sciences Com à l'époque. Et je rentre dans un 3e cycle de manager des médias. Bon, ça fait bien de dire que tu as un diplôme de manager des médias, mais c'était vraiment ça. C'est-à-dire que, en fait, je testais, c'est là que j'ai appris le journalisme, notamment la radio, qui m'a beaucoup marquée. C'est là que j'ai pris des réflexes de lire l'actu tout le temps. Et j'ai pris des cours aussi de prod en cinéma. Et ça m'a beaucoup plu. Et après, je rentre dans la vie professionnelle, non pas dans le journalisme, mais dans la communication. Où je suis responsable communication d'un site touristique. Il y a ce côté, je gagne ma vie, qui est quand même, je me prends en main, quoi. Il n'y a plus papa et maman derrière. Ce qui me plaisait, c'était le côté histoire et patrimoine. Ça me plaisait bien. La communication me plaisait bien aussi, parce que c'était le fait j'aimais travailler dans ce lieu-là, j'aimais être dans ce lieu-là, donc le fait de me dire, de le vendre, entre guillemets, à l'extérieur, ça me plaisait pas mal. Là où j'ai quand même compris qu'à ce moment-là, quand j'intégrais une équipe, quand j'intégrais un lieu, quand j'intégrais une entreprise, je m'y attelais à 500%. Et quand je commençais à voir que j'avais l'impression de plus donner le maximum de moi, là, je commençais à chercher ailleurs. Parce que j'avais l'impression de plus être honnête par rapport au lieu que je devais promouvoir ou même l'équipe qui était en place. Donc, j'ai commencé la notion de travail, la notion de liberté aussi. C'est construit à ce moment-là.
de dire de ne pas être forcément être attaché à un lieu, de s'y donner à 100%, mais au moment où je me rends compte que ça coince un peu ou que je me lasse, quoi, il faut partir par honnêteté, en fait. Je suis vraiment toujours en veille, c'est-à-dire j'ai toujours eu cette idée, mais je pense que j'ai un souci avec la liberté, en fait. J'ai jamais eu des statuts, en plus, officiels. J'ai jamais eu de CDI. J'ai toujours été contractuelle. Ce qui peut paraître un statut très précaire. Et en même temps, moi, ça me plaisait bien parce que j'avais l'impression de toujours avoir une espèce de porte de sortie, quoi. Ça, c'est un truc j'ai beaucoup de mal avec le fait d'être renfermée dans un seul truc, dans une seule activité. Je suis très très fidèle le temps que j'y suis. Ça, je peux même ne pas compter mes heures. Je pense que je me suis fait même avoir au niveau du salaire parce qu'il y a des fois j'ai beaucoup plus travaillé que ce qu'on m'a payé, en fait. Mais une fois que je sens que ça commence à s'effriter un petit peu, que ça venait souvent de moi, pour répondre à ta question, c'est-à-dire que je me disais, là tu es en train de rousiner, là. Tu es en train de faire tout le temps la même chose, ça devient un peu routinier, et là, ça c'est le premier signe qui me fait dire qu'il faut que j'aille voir ailleurs. Donc même quand je commençais, alors je le fais moins maintenant, mais quand j'étais jeune, quand je mettais le pied dans un boulot, dans une entreprise, etc., je regardais toujours les annonces à côté, au cas où il y aurait quelque chose d'autre. Et les passages de relais, les tampons entre deux boulots se sont faits assez naturellement. C'est-à-dire que j'ai jamais quitté un travail sans savoir ce que j'allais faire derrière. Premier boulot, responsable communication. À bout de 3 ans et demi, je bascule dans une agence de communication pub à La Rochelle. Ensuite, je repasse en communication externe à peu près 3 ans dans une institution. Et ensuite, je bascule en directrice de communication dans un gros truc. Je suis restée 7 ans, un peu plus de 7 ans et demi, ce qui est un cycle en tant que tel. Mais je suis restée plus longtemps parce que, personnellement, il se passait quelque chose assez... Il fallait que je sois stable. Ma fille tombe malade, très malade, une grosse maladie, une leucémie, pour pas la nommer, et il fallait que je stabilise les choses à ce moment-là, parce que je vivais, ou je vis toujours d'ailleurs avec un indépendant, truc très pragmatique, il fallait avoir un salaire fixe, et on était souvent à l'hôpital, et il fallait stabiliser les choses. Donc, moi qui suis plutôt d'un tempérament à faire plein de choses, etc., là, il fallait que je pose les choses. Et il s'avère que je gagnais bien ma vie. Donc, j'ai sécurisé. Et puis, entre nous, dans ces moments-là, le travail est quand même une espèce de bouée où tu te rattaches. Donc, si tout ça est très, très stable, tu peux gérer l'instabilité personnelle que tu as dans ta vie privée. J'ai fait 15 ans de com, j'en avais assez. J'avais l'impression d'entretenir une espèce de marmite. J'avais l'impression de mentir, en fait. C'est-à-dire que quand, par exemple, quand je faisais travailler des créatifs, j'étais très empathique sur les créatifs et ça me posait vraiment problème au bout d'un moment qu'un type travaille pendant 1 mois sur un visuel, etc. et qu'en 2 secondes, on flingue son travail. Je me mettais plus à la place du créatif qu'à la place du client, quoi. Je voulais revenir à quelque chose de plus journalistique aussi. Et il s'avère que la télé et la radio ont grignoté un petit peu ce temps en tant que directrice de communication. Donc ça s'est fait aussi en parallèle. Donc j'ai eu des années où j'ai bossé comme une tarée parce que j'étais directrice de communication, en même temps j'avais des enregistrements de télé, en même temps je devais écrire des chroniques pour la radio. Donc il y a des fois, je ne savais plus où j'habitais, et petit à petit, il a fallu faire un choix. Et donc, ce choix a basculé sur le journalisme et la radio et la télé, locale, hein, assez naturellement, en fait. Parce que je voulais arrêter la com, je voulais tester d'autres choses aussi, je voulais faire d'autres choses, et on était venu me chercher. Donc, je gagne moins bien ma vie, mais en même temps, c'est plus stimulant. On devient 2 indépendants, donc là, il faut gérer. Puis après aussi, ce qui était intéressant, c'est que le fait de ne plus faire de télé, parce que la télé s'est arrêtée aussi, ça a ouvert l'horizon des boîtes de production. C'est-à-dire qu'ils ont dit, elle est plus attachée à un média, mais elle a une expertise, elle sait interviewer des gens, elle sait écrire un lancement, elle sait, voilà. Ça a ouvert, où les gens sont venus me voir en me disant, est-ce que ça t'intéresserait de
faire ça, de travailler pour nous, etc. Donc, en fait, les opportunités ont fait que ça a ouvert d'autres opportunités, ça a ouvert d'autres horizons, ça a ouvert d'autres façons de travailler. Et je crois que c'est le fait de jamais avoir eu une seule activité à chaque fois, parce qu'entre tout ça, il y a eu le fait d'écrire pour moi, de dessiner aussi qui est arrivé, donc de passer d'une activité à une autre a fait que ça t'ouvre des champs et des perspectives qui sont multiples en fait. J'ai peut-être pas l'air comme ça, mais je suis une grosse anxieuse. Et il y a eu des moments où bah écoute, je vais être très honnête avec toi. Aujourd'hui, là, c'est un moment qui est particulier parce que j'ai moins de boulot, j'ai moins de prestations, j'anime moins de colloques, par exemple, j'anime moins de tables rondes. Et en même temps, j'ai la sortie d'un premier roman où ça frétille pas mal. Donc je suis hyper contente de ça, mais en même temps, sortir un premier roman, c'est pas ce qui va te faire manger, quoi. Là, je me dis, ouais, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va... Alors, j'ai des perspectives, hein, mais il y a vraiment... Non, il y a toujours des questionnements où tu te dis, est-ce que j'attends? Est-ce que j'enclenche le truc? Est-ce que je provoque les choses sans être trop commercial ou etc. Parce que moi, j'ai toujours un problème avec ça, de se vendre et tout ça. Et donc, non, tu t'es toujours en interrogation, en fait. En interrogation de te dire, est-ce que ça va continuer? Mais, donc tu es dans un inconfort permanent. Et en même temps, je vais être très honnête, je crois que cet inconfort-là, je l'entretiens aussi. Je crois aussi que j'aime bien le risque, dans le fond. Quand tu as une famille, tu fais gaffe quand même, hein, parce qu'il faut quand même manger, quoi. Il faut être très lucide, mais on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, même si tu côtoies un peu le milieu artistique, machin, etc. Les moments où j'ai vraiment douté, je me suis dit, comment je vais faire, c'est à ce moment-là où, clac, tu remontes, quoi. Je suis très anxieuse, je doute beaucoup, des fois j'ai pas confiance en moi, mais j'ai pas peur. Dans nos métiers, comme ça, dans les métiers de médias, dans les métiers d'écriture ou même de dessin, qui sont plus artistiques, tu poses des jalons qui sont très longs à la détente. C'est-à-dire que tu peux avoir un déclic au bout de 2-3 ans. C'est ce qui s'est passé avec le livre. C'est-à-dire que moi, j'ai donné le livre ça a mis 1 an et demi avant que ça se décante, quoi. Et ça aurait pu ne pas se décanter, d'ailleurs. Quand tu écris un livre ou quand tu dessines, c'est un travail, mais ça ne répond à aucune commande. C'est-à-dire que la seule commande, c'est toi. Moi, le dessin, c'est un heureux hasard. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dessiné, mais ça a toujours été quelque chose de très personnel. Il s'avère que j'en ai mis un, et puis ça a pris, quoi. Mais c'était pas du tout calculé. Absolument pas. Tu montres ce que tu es capable de faire. Et donc, plus tu montres, plus potentiellement il peut y avoir quelqu'un qui est intéressé, qui va dire, bah, j'aimerais bien que vous bossiez pour moi pour ça, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Un jour, je poste un dessin et il y a un ami, parce que c'est d'abord le cercle des amis, la famille, ensuite tu as le cercle des amis, et puis là où ça commence à être intéressant, c'est les amis des amis, et puis après c'est les professionnels, tu vois, c'est des cercles concentriques comme ça. Et j'ai un ami qui me dit, je le veux chez moi, je veux ce dessin chez moi. Et puis petit à petit, tu as un deuxième qui te demande, etc. Donc oui, mais au départ, c'est une commande à toi-même. Personne t'a demandé de faire ça. Et il y a encore toujours dans le dessin cette notion de plaisir. Même quand je travaille pour des organismes qui me demandent des dessins, le deal de départ, quand je bosse avec eux pour le dessin, je leur dis, écoutez, surtout quand c'est dans le détournement d'objets que je fais, ok, je peux bosser pour vous, mais si j'ai pas l'idée, si ça ne marche pas, on ne le fait pas. J'ai pas d'obligation de réussir quelque chose. Donc là, on est vraiment dans la partie artistique, plus que dans la partie commerciale pure, quoi. Je suis pas à l'affût de poster. Je suis quand même très active sur les réseaux. Il y a quand même cette notion-là de montrer quelque chose. Mais j'ai toujours le premier réflexe, c'est juste de balancer un petit truc. C'est pas plus prétentieux que ça. Je me dis, si ça peut faire marrer, tant mieux. Si tu veux, maintenant, j'ai un catalogue de 300 dessins en détournement d'objets, donc je peux puiser dedans, je peux le faire fructifier. C'est parce que j'ai montré ces dessins-là que j'ai travaillé avec d'autres, ou j'ai vendu des dessins à des particuliers. Ce que je voudrais pas, c'est faire ça que pour l'argent. De toute façon, c'est pas rentable. Pour l'instant, c'est pas, je fais pas ça pour. Mais je pensais pas que ça allait aller aussi loin.
j'ai pas mal d'imagination. Mon père m'a rappelé l'autre jour, c'est très drôle, que quand j'étais petite, j'étais dans le jardin et je parlais toute seule. Je faisais des dialogues, mais je faisais les deux. Je disais bonjour, comment ça va? Ça va? Enfin, il y avait un truc un peu, donc je parlais toute seule, donc il y avait un truc un peu flippant quand même. Et je peux même te dire que quand j'arrive pas à m'endormir, par exemple, j'ai un sommeil assez léger, je m'invente des scénarios pour m'endormir. Mais des scénarios très très divers. Donc il y a toujours eu ce truc d'histoire, de raconter des histoires. Et l'histoire de ce roman, J'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort, qui raconte la transformation d'une petite fille de 8 ans qui est dépressive, qui va devenir Jean Rochefort pour aller mieux en fait. Et donc les deux en parallèle, le fait de vouloir écrire, de vouloir sortir un bouquin potentiellement, d'avoir cette histoire-là qui était dans les tiroirs, tout s'est passé, mais ça a mis du temps, J'ai écrit ce manuscrit-là avant le confinement. Je le travaille un peu pendant le confinement et je sais pas pourquoi, j'ai quand même des trucs très très ancrés. C'est-à-dire que je sais pas si c'est l'instinct, j'en sais rien, mais il y a des choses où je me dis il faut que je le fasse. Il faut le faire, sinon moi je veux pas de regrets. Donc je vais au bout d'une idée. Et donc je me dis je vais envoyer ce manuscrit-là à un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Fournier, qui a aujourd'hui 84 ans, qui est un grand auteur français, qui est un de mes auteurs de chevet parce que je le lis depuis toute petite. En tant que journaliste, je trouve son adresse. Je fais marcher un peu le réseau, et voilà, je trouve son adresse et je envoie le manuscrit. Sans savoir d'ailleurs, sans aucun savoir s'il va te répondre, s'il va te... Pas du tout, enfin, il y avait vraiment... Je me suis dit peut-être qu'il me répondra jamais. Et il s'avère qu'il m'a répondu, il m'a téléphoné. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'il a téléphoné plusieurs fois sans laisser de message. Moi je croyais que c'était du démarchage pour les photovoltaïques et donc j'ai pas répondu et à la fin d'une semaine il a laissé un message et je le rappelle et dans mes petits souliers, vraiment, c'était vraiment quelque chose de... Enfin j'avais l'impression d'appeler, je sais pas moi, Bruce Springsteen quoi. Il y avait ce côté un peu, oh là là, mon Dieu. Et donc j'en menais pas large du tout. Et il me dit, j'ai lu votre manuscrit, il me dit, je le trouve charmant. Et il m'a dit, j'ai beaucoup aimé. Ça me suffisait. C'est-à-dire que je me suis dit, alors demain je peux mourir. J'avais surtout besoin d'avoir l'avis de quelqu'un qui était reconnu du métier, mais c'est surtout, je voulais avoir l'avis de quelqu'un qui ne me connaissait pas. Je voulais pas être ménagée. Et après, il y a eu un alignement des planètes sans croisement, mais avec une éditrice qui a lu le manuscrit aussi et qui est mon éditrice aujourd'hui, Pascal Gauthier, de chez Buchet-Chastel, qui a aimé. Donc il y avait une espèce d'alignement des planètes à ce moment-là qui m'a beaucoup impressionnée, qui m'a beaucoup plu aussi. Tu peux avoir la meilleure histoire du monde, si t'as pas la rencontre avec l'éditeur, si l'éditeur dit pas je crois en ton histoire, je crois en toi, je crois en ce que tu as écrit, et on va s'emparer du truc et on va le faire connaître. Parce que c'est ça en fait, c'est très simple, hein, c'est prendre une histoire et de la faire lire par le plus grand nombre. T'es tout seul quoi, l'auteur il est tout seul au début, il est vraiment très très solitaire. Et que je sors de chez Buchet-Chastel où je me dis, voilà, ça va arriver quoi, ça va arriver. Je voulais une validation de l'écriture, ça c'est très très important pour moi, je voulais vraiment que ce soit validé, je voulais pas forcément éditer, je pense pas que c'était éditable, c'est une petite histoire, etc. Et quand je sors de Buchet, j'appelle évidemment David, mon mari, où je lui dis je vais être éditée chez Buchet-Chastel. Rien que de le dire au téléphone, j'étais comme une débile dans les rues de Paris là. Et en fait j'avais l'impression, tu sais quand t'es jeune tu fantasmes des trucs, ça je l'avais fantasmé. Je m'étais dit le jour où on me dira ça, oh là, je vais être euphorique. Et ben pas du tout. C'est-à-dire que j'étais complètement pas éteinte, c'est pas du tout ça, au contraire, mais je me dis, mais c'est en train de se passer, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que tu es en train de vivre un truc que tu as attendu, que tu as espéré depuis toute petite. Donc, et donc je me souviens avoir remonté, donc 6e arrondissement jusqu'à Montparnasse pour prendre le train, mais vraiment, je pense que les gens ont cru que j'avais pris de la drogue. Parce qu'en fait, il y avait ce truc de... J'avais une banane jusque-là, et tout était léger, tout était beau. Je trouvais les gens très très beaux. Il y avait un truc, et je me disais, c'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. Et profite, parce que c'est le premier roman, et tu ne revivras plus jamais ça.
Je me suis un peu laissée porter par tout ça. Je me laisse encore porter par tout ça. Et en même temps, j'ai été très vite dans le côté inconfort. Je me suis jamais dit, même dans mes boulots, je me suis jamais dit, tu es arrivé à l'endroit voilà, maintenant tu peux arrêter. Non. Je suis très attachée à la notion de progression. Donc le fait de stagner, de me dire là, t'es arrivé là où t'as toujours voulu. Non. Que ce soit le dessin ou l'écriture, c'est très solitaire. C'est pour ça que j'aime ça d'ailleurs aussi. Parce que dans le fond, j'adore être seule et bosser dans ma petite bulle, sur ma table de travail, tu vois, de faire mes petits machins et tout ça. Une fois que le livre est fait, est imprimé, qu'il est envoyé en service presse aux différents libraires, qu'il commence à être... ça ne t'appartient plus. Cette histoire ne t'appartient plus. Je me suis dit, mais personne ne va le lire. Je me suis dit, mais personne ne va lire ce truc. Enfin, ou quand tu fais un dessin, tu te dis, personne ne va le regarder. Enfin, il y a un truc, tu te dis, mais qui va s'intéresser à ça? Et en fait, ça a frétillé, ça a moussé, quoi. Ça fait c'est le côté viral du truc, quoi. C'est-à-dire que ça prend... et les retours ont été assez rapidement plutôt positifs. Donc, il y a une espèce de truc comme ça qui arrive et qui se propage. C'était très bizarre parce que j'avais pas l'impression qu'on parlait d'un bouquin que j'avais fait. Mais c'est comme les dessins, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai fait le truc, donc je suis un peu extérieure à tout ça. J'avais peur des mauvaises critiques. Il y en a eu, et il faut qu'il y en ait, parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Ou quand on dit que ton dessin est pourri, bon bah ton dessin est pourri, ou que ton livre vaut pas grand-chose. Donc je me suis pris quand même des fours. Et je me suis demandé comment j'allais encaisser ça. Et en fait, je suis contente d'avoir sorti ce bouquin vieille, à 47 ans, parce qu'en fait, je me dis, si j'avais pris tout ça à 30-35 ans, ou même avant, parce qu'il y en a qui éditent très très tôt, je pense que je l'aurais mal géré, mal vécu. Là, je me dis, si ça plaît pas à certains, ça plaît pas à certains. Donc, j'ai tout de suite été très partagée entre le fait de dire, profite, parce que les critiques sont très bonnes, en règle générale, profite du truc. Et en même temps, je me dis toujours, t'emballes pas, tu sauves pas des vies, quoi. T'écris juste des petites histoires avec des gamines de 8 ans qui ont une moustache, quoi. Donc ça va pas plus loin. Donc il y a toujours ce truc que j'ai toujours aujourd'hui de me dire t'emballes pas et en même temps profite du truc. Et il est sorti le 17 août. En rentrée littéraire, je me suis dit, il va falloir que je passe cette date-là en ayant une autre idée. Donc en fait, j'ai commencé à écrire quelque chose d'autre parce que je voulais pas me focaliser sur j'ai 8 ans, ce que j'ai fait. Hein. Mais j'avais besoin d'avoir un autre projet d'écriture pour compenser le fait d'être un peu comme ça, la sortie, etc. Et je me souviendrai de toute ma vie, le 17 août, moi je pensais que ça allait y avoir plein de trucs, les notifications, pas du tout. J'ai reçu le matin même du 17 août, donc sortie du bouquin, un SMS de mon éditrice qui m'a dit « Il ne se passera rien ». Le jour même. Donc en fait, t'attends un truc qui n'arrive pas, enfin tu t'es dans... Puis après, ça commence à frétiller après. Et en revanche, toi, t'as pas forcément changé, mais le regard des autres a peut-être un peu changé parce que t'es allé au bout d'une idée, quoi, au bout d'un truc. Moi, c'est ça c'est le fait d'aller voir. Et donc, en fait, le fait d'être allé au bout d'une idée, mes proches savaient que que c'était quelque chose d'important pour moi. Ils le savent. Mais entre le vouloir et le fait que ça se passe, il y a une différence. Donc moi, c'est vraiment ça. C'est en ça que les risques me plaisent assez. Je veux essayer. Moi, ça me donne quand même une responsabilité, quoi. C'est très bien, tu es allé au bout de ton idée, personne t'a demandé de sortir ce bouquin, etc. Mais maintenant qu'il ne t'appartient plus, il faut que tu sois correct par rapport aux autres. Même quand j'étais salariée, j'avais toujours quelque chose d'autre à côté. Pas forcément une activité autre, parce qu'en fait, je ne me lasse pas comme ça. C'est-à-dire que par exemple, quand je travaille une interview, que j'ai du mal à la travailler, l'interview que j'ai du mal à trouver mes questions, j'ai du mal à faire mes recherches, ou que j'ai du mal à écrire un papier, ou ça arrive pas, etc. Je vais le poser, je vais basculer sur le dessin, je vais dessiner, et souvent quand je reviens, ça se décante. Donc je sais que mes activités qui peuvent être très différentes les unes par rapport aux autres sont complémentaires et m'aident à
à mieux travailler. Alors après, tu travailles tout le temps, quoi. Ouais. Mais j'adore, j'aime travailler, moi, mais voilà. Et puis quand j'en aurais marre de raconter des histoires, j'arrêterai, je ferai autre chose. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez des commentaires, des étoiles, partagez, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.